Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux qui façonnent notre continent. Ce soir, cap sur l'est de la République démocratique du Congo où la situation reste tendue. Goma, au cœur des affrontements entre le M23 et l'armée congolaise, est aujourd'hui une ville en crise avec plus de 400 000 déplacés internes selon l'ONU. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir les rebelles, tandis que Kigali rejette ces accusations et dénonce une coalition hostile à son régime. Avec la fin annoncée de toute coopération entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, cette fracture menace la stabilité régionale. Alors, comment sortir de cette impasse? À qui profite ce chaos? Et quelles solutions pour les populations prises au piège? Pour en parler, je suis entourée ce soir de Makalan Gebla. Bonsoir. Bonsoir, Soukaina. Vous êtes journaliste politique et ancien conseiller à la présidence tchadienne. Tout à fait. Merci. À ma gauche, Frédéric Tchoungui, bonsoir. Merci de me recevoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique et vous allez nous aider à décrypter cette situation. Peut-être avant d'entrer dans la fin de ces accords justement entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, revenir sur le conflit qui mine le pays, l'est du pays depuis plus de 30 ans. Makaila, le M23, il est perçu selon plusieurs observateurs comme un outil de déstabilisation régionale. Quelle est votre analyse d'abord ? Vous savez très bien, si on constate un peu la situation géopolitique de la sous-région depuis une trentaine d'années, vous l'avez évoqué, c'est que le M23 était devenu ce mouvement politico-militaire qui effectivement sévit de manière transversale, à la fois tantôt au Burundi, tantôt au Congo, donc c'est à la RDC. Aujourd'hui, ils ont atteint un niveau d'apogée, étant donné qu'ils tentent de marcher sur Goma. Et donc, ce qui se passe, c'est que le pouvoir congolais, c'est la RD Congo, accuse le Rwanda d'être derrière. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, en fait, dans ces zones-là, vous pouvez trouver de manière transversale ou bien transnationale des communautés qui se trouvent ici et là-bas. Et ces communautés-là qui forment ce qu'on appelle ce mouvement armé, qui tentent effectivement de prendre Goma depuis un certain temps, et serait soutenu, de mon point de vue, d'après l'accusation en fait, de Kinshasa, c'est qu'il serait soutenu par Paul Kagame, donc par le Rwanda. Donc on est arrivé aujourd'hui à un niveau où, malgré que la communauté internationale soit au chevet effectivement, de la RDC et même du Rwanda, on est arrivé aujourd'hui où le M23 est devenu effectivement un mouvement incontrôlable du point de vue de la communauté internationale, étant donné que les forces multinationales, malgré leur présence, ça n'a pas empêché le M23 de progresser, de faire sa progression vers Goma. Et depuis quelques jours effectivement, la situation à Goma retient l'attention de la communauté internationale. Frédéric Tchoungui. Alors, il faut comprendre d'abord, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent M23, mais M23, ça vient... du 23 mars. Exactement, au moment du 23 mars. Exactement. Et en fait, il a été créé, pourquoi? Parce qu'il y a eu des accords qui ont été passés entre le Rwanda et le Congo sous la protection, en réalité, des Tutsis congolais. Donc de ce fait-là, il y a eu maintenant, concrètement, dans cette région, les Tutsis congolais ne se sentaient plus en sécurité et se sont rendus compte qu'ils n'ont pas été intégrés en réalité aussi d'un point de vue, d'un point de vue de l'État congolais, ils n'ont pas été intégrés et donc ils ont commencé donc à se rebeller. Et je pense que la grande difficulté que nous avons dans cette zone, juste pour parler d'un point de vue historique, c'est le fait que en réalité plusieurs ethnies ou groupes ethniques qui sont semblables en réalité les mêmes, se retrouvent de part et d'autre des frontières qui ont été tracées arbitrairement en 1884. Donc en fait, c'est la grande difficulté qu'il y a aujourd'hui dans cette région, c'est que les Tutsis congolais, en tout cas les Tutsis se retrouvent au Congo, au Rwanda, aussi au Burundi, et ils essaient, entre guillemets, on se rend compte que l'appartenance nationale, en réalité congolaise, est moins forte que l'appartenance au peuple Tutsi. Voilà. Ce qui rend le conflit d'autant plus complexe. Exactement. Et justement, je vais vous faire réagir à une citation du ministre rwandais des Affaires étrangères qui dit « La RDC a bâti une large coalition avec des mercenaires et des anciens animés par une idéologie génocidaire ». Est-ce que cette accusation, elle reflète une réalité ou est-ce qu'il s'agit d'une accusation qui... je reprends ma question, excusez-moi. Est-ce que cette accusation, elle reflète une réalité ou est-ce que c'est une stratégie pour détourner l'attention justement
des accusations contre le Rwanda. C'est de bonnes guerres à Soukaina. C'est que la RD Congo et le Rwanda, c'est pas ce qu'on appelle par rébellion. De bonnes guerres avec des milliers de déplacés, on l'explique. Et c'est battre par rébellion interposée. Des décès. Le Rwanda, la RDC accuse le Rwanda d'avoir soutenu le M23. Et donc, de l'autre côté, on accuse effectivement le Hutu rwandais qui serait soutenu par Kinshasa dans le but de déstabiliser le Rwanda. Dans ces cas de figure, c'est une bonne guerre et ça montre effectivement que les deux États dont les rapports sont tendus, que ce soit au niveau diplomatique, que ce soit au niveau politique et militaire, aujourd'hui on assiste à une situation de conflit qui a pris une intensité extrêmement grave, étant donné que vous savez très bien que Soukaina, il y a des forces multinationales qui ont... Je rebondis quand même. Est-ce qu'on peut parler de bonne guerre quand il y a au milieu des milliers de déplacés internes, quand il y a des milliers de morts, quand il y a des... Il n'y a pas une bonne guerre. Et toutes les guerres, dans sa globalité, sont mauvaises. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Moi, je vais essayer de dire, parce qu'en fait, ils se battent pour rébellion interposée. Il a su le dire, les Hutus, les Tutsis congolais se sentent effectivement en minorité, donc exclus. Et il a évoqué quelque chose d'important, les accords qui ont été signés à l'époque visant effectivement à la réinsertion dans le tissu social, dans le tissu politique de ces minorités rwandaises, donc de Tutsis, n'a pas été respecté. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle les DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion, devrait être quand même en fait un des piliers effectivement de l'apaisement et même de l'insertion socio-professionnelle de ces groupes, de ces militaires, de ces combattants qu'on appelle. Et mais aujourd'hui, ces gens-là, soutenus par Kigali, pensent qu'ils doivent aussi se faire entendre, et se faire entendre par la voie armée. Et donc la rébellion a pris une dimension depuis, vous l'avez dit, depuis 2012. Et si depuis 2012, ces mouvements existent et qui continuent effectivement à constituer une menace réelle pour Kinshasa, on est arrivé au niveau où la rébellion a pris une maturité. Le Congo, aujourd'hui, appelle à l'aide internationale parce qu'il y a une panique générale à Kinshasa. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, le ministre des Affaires étrangères pense que le Congo est en train de faire du chantage par rapport à ce qui est entendu, et c'est victimisé, si je peux me permettre, par rapport à l'attaque du M23. Donc on est arrivé au niveau où c'est l'échec d'une exclusion d'une partie des Congolais, donc des minorités congolaises, mais aussi c'est l'échec de la sous-région qui n'arrive pas effectivement à pacifier les rapports entre Kinshasa et Kigali. Et donc aujourd'hui, le combat a pris une intensité extrêmement inquiétante, avec des morts, des déplacés, vous l'avez dit, plusieurs personnes déplacées et des morts, et il n'y a pas de bonne guerre. Alors, on voit bien que ce conflit, qui perdure depuis déjà longtemps, parce que on parle du M23, mais il faut savoir aussi que le pouvoir de Mobutu, la chute du président Mobutu en 97 est aussi liée au Rwandais. Donc, en fait, il y a depuis assez longtemps dans cette région-là, on le voit aussi avec le génocide du Rwanda, ce malheureux génocide bien entendu, on voit que dans cette région-là, c'est assez compliqué au niveau des différentes ethnies qui y cohabitent. Pour revenir sur le conflit, on se rend compte que c'est monté en puissance au fur et à mesure. Vous vous souvenez, le président Kagame n'a pas fait le déplacement en Angola, à Luanda, lorsqu'il y avait de la part du président de l'Angola, qui a été nommé par la communauté internationale pour être le médiateur en réalité de ce conflit. M. Kagame n'a pas fait le déplacement. Et on sait que mercredi prochain, il doit y avoir, demain, il doit y avoir une réunion pour essayer d'apaiser la situation, et M. Tshisekedi a déjà annoncé qu'il ne va pas venir. Et vous avez vu aussi la sortie de la ministre des Affaires étrangères, il me semble, congolaise, qui était aux Nations Unies à New York pour dénoncer l'agression. Donc en fait, on est dans une situation aujourd'hui qui n'est plus sous contrôle. Et je pense que le point d'orgue de tout cela, c'est la sortie du président Kagame il y a une semaine à peu près, qui remettait en cause de manière frontale le leadership de M. Tshisekedi. Donc on est dans une situation aujourd'hui, dans cette zone-là, où malheureusement, chacune des parties, parce que vous avez parlé tout à l'heure du fait de l'accusation, de l'accusation des mots, entre guillemets, des protagonistes, on voit qu'ils se renvoient la balle sur la personne qui est responsable ou pas de la situation dans le Kivu. Et on va rappeler peut-être aussi une chose importante, c'est que le Kivu, il réunit, il regorge de ressources minières, et d'où cette zone justement, c'est un endroit. C'est une poudrière. Voilà, c'est un endroit stratégique pour des raisons géographiques, pour des raisons économiques. Dans quelle mesure justement le contrôle de cette ville et ses environs, c'est un enjeu lié aux ressources minières? Et justement parce que c'est un enjeu lié aux ressources, parce qu'en fait c'est une zone
extrêmement riche en ressources naturelles, en ressources minières, et ce qui a effectivement attisé, si on peut permettre de dire, attisé la convoitise effectivement du Rwanda. Et il faut le dire tout à l'heure, quand tu disais, Frédéric, tu disais tout à l'heure que Paul Kagame avait boycotté la rencontre du Rwanda, c'est parce qu'en fait, M. Kagame avait demandé au président Félix Tshisekedi effectivement de négocier avec les M23. Or, pour Félix Tshisekedi, ce n'est pas une rébellion congolaise. Et donc, c'est encore un déni d'appartenance effectivement à ces Congolais, à cette rébellion au Congo. Et donc, pour revenir au Kivu et même au Goma, c'est des zones immensément riches. Et donc, le Congo accuse, les RD congolais accusent effectivement les Rwandais et donc le président Kagame de vouloir s'emparer. Et donc, c'est une annexion, si on peut se permettre de dire, annexion effectivement d'une zone est immensément riche et dans l'intention effectivement de les coller effectivement à une partie du Rwanda. Et donc, c'est effectivement une question géostratégique à enjeux multiples et économiques. Et donc, on ne sait pas, est-ce que des puissances aussi extérieures, étrangères, ne peuvent pas aussi derrière cette annexion et derrière effectivement le soutien qu'on apporte effectivement au M23 qui aujourd'hui capte l'attention de la communauté internationale. Et vous savez très bien que Frédéric, depuis hier, je pense que Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, avait émis un appel au CCLF depuis Bruxelles demandant effectivement au M23 de ne pas marcher sur Goma. Or, on a l'impression que cette situation est aujourd'hui irréversible parce que les gens progressent et qu'il y a un peu de débandade à Goma. Et donc, c'est une situation qui, de mon point de vue, interpelle la communauté internationale. Et aujourd'hui, c'est la question justement, qui détient la ville de Goma? Est-ce que c'est les rebelles du M23? Est-ce que c'est l'armée congolaise? C'est encore très flou. Oui, il y a beaucoup de vidéos qui circulent. On a décidé de ne pas les diffuser aujourd'hui parce qu'on ne peut pas attester de la véracité, on ne peut pas attester du contexte. Mais notamment, elles questionnent ces vidéos. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est compliqué parce que dans certaines vidéos, on voit que, on entend en tout cas que les milices du M23 sont adoubées par la population. Donc c'est très compliqué à dire. Bon, sachant que c'est difficile, mais sachant que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a une partie des Tutsis. Parce qu'en fait, le gros problème, en fait, n'est pas tant au niveau des pays, c'est plutôt l'appartenance, en réalité, ethnique que j'ai l'impression, et nous avons l'impression de notre prisme, qu'elle prévaut en réalité sur l'appartenance d'un Congolais ou d'un Rwandais. Et les Tutsis, en réalité, d'après l'action, en tout cas la justification de l'action du président Kagame, justifie c'est-à-dire l'entrée dans le territoire, enfin l'entrée, son soutien en tout cas aux populations qui sont là-bas parce qu'elles sont Tutsis et parce qu'elles ont été marginalisées à l'époque par les Hutus. Donc en fait, il est dans une protection des Tutsis congolais. Et de l'autre côté, le président Tshisekedi, est dans une situation où lui, il veut la souveraineté de son peuple sur son territoire. Donc en fait, il y a ces deux cas de figure qui s'opposent et aujourd'hui, on est dans une situation très compliquée. C'est pour ça que pour revenir juste à votre question très rapidement, c'est très difficile de déterminer si les images qu'on en a vues sont vraies et si le M23 est vraiment adoubé par les populations. C'est une guerre. C'est une guerre aussi de communication. Vous savez, en temps de guerre, vous avez tout à fait droit de ne pas les diffuser parce que vous savez, le Grand Lac, c'était des zones confligènes, des zones où les guerres civiles ou les guerres militaires armées sont. Et donc ces vidéos peuvent ne pas être authentiques et il est difficile de les vérifier parce qu'en fait, des gens peuvent aussi balancer des vidéos pour s'aimer la panique et c'est tout à fait légitime en tant que chaîne, vous pouvez émettre un peu de réserve. Et donc pour revenir effectivement sur cette question congolo-rwandaise, c'est qu'on est arrivé effectivement à ce qu'on appelle l'externalisation de ces conflits qui était un conflit rwandais et qui s'est retrouvé effectivement à la frontière, que ce soit au Grand Lac, que ce soit au Burundi, que ce soit en RD Congo, ce conflit a pu impacter l'ensemble de la sous-région. Et donc, c'est pourquoi les gens s'inquiètent effectivement de la régionalisation d'un conflit qui prend une ampleur extrêmement inquiétante avec des morts, des déplacés de guerre et même des réfugiés. Et donc, vous comprenez ce qu'il y a, l'inquiétude de la communauté internationale est exprimée à New York, exprimée à Addis Abeba, donc l'Union africaine, et exprimée également à l'Union européenne. Et donc, l'ensemble des réactions de la communauté internationale, on l'espère bien, pourra peut-être ramener à des meilleures, non seulement stopper d'abord la progression de M23 sur Goma, et parce qu'à partir de Paris, il nous est difficile de vérifier si Goma est tombé ou pas. Aujourd'hui, là, il est difficile de vérifier. Mais au regard effectivement de la progression, effectivement, de la mobilisation et des personnes déplacées dans la sous-région, au regard également, ce matin, avant de venir à ces débats, j'ai vu un communiqué d'Amnesty International qui appelle effectivement à une protection des personnes civiles. Et donc nous espérons que l'appel de la communauté internationale soit entendu.
à Kigali soient entendus également à Kinshasa pour le moment, il faut penser aux personnes déplacées et civiles, parce que dans ces personnes déplacées, on a des femmes, on a des enfants, on a des personnes âgées. Et donc, pour nous, la situation à Goma et à la frontière entre le Rwanda et le Congo nous inquiète. Oui, là, on est au plus fort de l'escalade des tensions. On va essayer de comprendre un petit peu les conséquences de la fin de la coopération entre le Rwanda. On l'a évoqué dans cette émission. La RDC elle a mis fin à cette coopération 2 ans après que Kinshasa ait expulsé l'ambassadeur rwandais. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la fin de ces relations Lorsqu'on parle d'un point de vue diplomatique, on se rend compte que le fait d'expulser un représentant diplomatique d'un pays, c'est un acte très fort. Cela veut dire que d'une certaine manière, on rompt totalement nos négociations, notre partenariat avec ce pays-là. Parce que vous savez, l'ambassadeur, c'est un peu l'émissaire du pays qu'il représente. Et pour aller encore plus loin, surtout dans la guerre de propagande, parce que vous avez fait vous avez parlé d'un point très important, la guerre informationnelle. Effectivement, on se rend compte aujourd'hui que chacun des partis essaie de tirer un petit peu c'est-à-dire tirer les ficelles et renvoyer la balle vers l'autre. C'est pour ça qu'il est important que la communauté internationale, si elle a un rôle à jouer et qu'elle ne veut pas reproduire ce qui s'est passé à l'époque dans des conflits qui ont amené des milliers de morts ou des centaines de milliers de morts, il faudrait qu'elle soit capable aujourd'hui d'installer réellement un vrai cessez-le-feu dans cette zone et qu'on essaie de rebattre les cartes. Parce qu'on se rend compte que malheureusement, que ce soit le Rwanda, que ce soit le Congo, plus aucune des parties ne veut faire un pas vers l'autre. Et ça se cristallise par des sorties médiatiques des présidents eux-mêmes qui s'invectivent et qui se renvoient la faute. Donc aujourd'hui, la situation, vous avez tout à l'heure parlé du fait que la région soit très riche. Et je pense que c'est l'une des raisons d'abord pour laquelle il y a des conflits incessants dans cette région-là, malheureusement. Et deuxièmement, le Rwanda, que ce soit le Rwanda ou le Congo, ils ont l'œil, entre guillemets, sur cette région-là. Donc c'est important pour eux de savoir qu'il est important de délimiter peut-être et de trouver des arrangements, des partenariats qui permettront de sauver les civils. Je retourne la question, qu'est-ce que ça veut dire? Justement, ces escalades verbales et diplomatiques, c'est l'aboutissement effectivement de ces boycotts de la rencontre de Luanda, qui était effectivement sponsorisé et parrainé par la communauté internationale, donc l'Union africaine. Et donc aujourd'hui, nous pensons que quand vous voyez un peu les étapes de la montée en puissance et de contestation entre Kigali entre Kigali et Kinshasa, aujourd'hui, l'escalade militaire confirme effectivement que la distanciation des rapports entre Kigali et Kinshasa a abouti effectivement à l'aggravation du conflit militaire sur le terrain. Et donc nous pensons que seule une mobilisation massive et active de la communauté internationale pourrait ramener à des meilleurs sentiments M. Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Les deux, d'un côté, ils s'estiment être super parce que Paul Kagame, dans la sous-région, est considéré comme une superpuissance sous-régionale. Depuis un certain temps, il est craint par tout le monde. Et M. Tshisekedi, qui a effectivement un mandat de la communauté, parce qu'après tout, il est émissaire un peu partout dans des conflits. Or, M. Félix Tshisekedi, qui est émissaire un peu partout pour la paix, chez lui-même, ça brûle. Et donc, pour la communauté internationale, la RD Congo, qui a connu effectivement la première élection, la deuxième élection, censée être quand même un pays stable, elle-même s'est retrouvée dans une situation de conflit interminable. Et donc, nous pensons que ce qui est en train de se passer, si la communauté internationale ne se mobilise pas comme il se doit, nous arriverons à une situation extrêmement inquiétante sur Kenya. Et justement, cette rupture entre les deux pays, est-ce qu'elle risque d'intensifier encore plus les combats, ou est-ce que finalement c'est l'occasion, comme vous venez de le dire, Makaila, d'ouvrir de nouvelles voies de négociation avec la communauté internationale? Le fait que les deux pays ne s'entendent plus du tout, non, ce n'est pas une bonne chose. Peu importe les tenants et les aboutissants, il faut qu'il y ait un dialogue entre le Rwanda et le Congo. Ce qu'on rappelle, ça fait quand même plus de 30 ans qu'il y a cette tension frontalière. Effectivement. Aujourd'hui, on atteint un stade de non-retour. Et comme tout à l'heure je l'ai évoqué, 30 ans qui ont découlé aussi sur le renversement de Mobutu, aussi qui a été en pas. Donc en fait, vous voyez que le Rwanda, depuis une trentaine d'années, et le Congo sont dans une situation où le conflit, l'exacerbation du conflit fait en sorte qu'il y a une déstabilisation
on le voit plus du côté du Congolais. Et vous avez parlé tout à l'heure d'un point essentiel, vous avez parlé du fait que le Rwanda soit vu comme une superpuissance. Et effectivement, peut-être que cette superpuissance a des velléités expansionnistes. Il faut se poser la question. Maintenant, on n'est pas dans ces conclusions-là, mais il faut essayer de se poser la question de savoir est-ce qu'on va pouvoir arriver, s'il n'y a pas de dialogue entre les deux États, à une résolution du conflit. C'est impossible. Il faut de facto que les deux puissent arriver à se parler avant qu'on arrive dans un bain de sang. Parce que lorsqu'on voit les... On est déjà dans le bain de sang. Mais dans un bain de sang qui va prendre des proportions encore plus macabres. Parce que lorsqu'on voit les sorties des différents présidents sur le sujet, on voit clairement que là où ils sont, plus personne n'est dans une situation où ils veulent dialoguer pour trouver une entente qui permettrait une sortie de conflit, en tout cas dans les prochains jours. Soukaina, on exprime ici les limites de l'Union africaine à travers sa commission Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, qui n'a pas su quand même anticiper sur les événements. On nous le dit depuis un certain temps, ça fait 3 décennies que les Grands Lacs sont enlisés dans des conflits interminables, conflits armés, conflits militaires, déplacements, personnes déplacées. Et aujourd'hui, on constate que ces conflits qui opposent, à travers le M23, qui oppose le Kigali à Kinshasa, la communauté internationale, et notamment l'Union africaine et même les organisations sous-régionales, n'ont pas pu anticiper afin de trouver une solution pacifique et un règlement pacifique. Elle ne peut pas en réalité. C'est ça le problème. En fait, on en vient. Oui, donc, un règlement pacifique de ces conflits. Aujourd'hui, le conflit, comme vous l'avez dit, a pris une dimension irrémédiable, si je peux me permettre. Donc, si face à cette situation, j'ai toujours tendance à dire, dans des conflits de ce type-là, il faut une ingérence massive et une implication massive de la communauté internationale afin déstabiliser la paix. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait quelques jours, on avait évoqué ici dans ces plateaux sur le conflit du Soudan. Seule une puissance de l'envergure des États-Unis pourrait peut-être raisonner pour Kagame et raisonner également Félix Tshisekedi. Parce que si on reste dans une dimension européenne, africaine et aux limites Nations Unies, je pense qu'on est arrivé. Donc il faut absolument une fermeté, à la fois pour Paul Kagame et une fermeté également pour Félix Tshisekedi. Juste pour rebondir, en fait, le gros problème de ce conflit, c'est que c'est un conflit qui n'est pas en réalité national. C'est un conflit ethnique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il transcende les frontières et on retrouve des ethnies d'une part et d'autre du fleuve, enfin des frontières, pour être plus précis. Et donc, en fait, c'est très difficile de pouvoir résoudre ce type de conflit parce que les ethnies qui sont de part et d'autre n'ont pas d'appartenance par rapport au pays où ils sont. C'est le peuple transnationaux. Voilà, ils ont plus une appartenance à leur ethnie. Et donc, de ce fait-là, où je veux en venir, c'est que on a du mal, c'est-à-dire on se rend compte que la situation se calme puis ça reprend, ça se calme puis ça reprend. Pourquoi? Parce que le problème est plus profond en réalité qu'une simple résolution de par le Conseil de sécurité de l'Union Nations Unies qui viendrait et qui dicterait que bon, faites comme ça, essayez de vous départager comme ça. Ce sont des conflits profonds avec des racines profondes. Et il faudrait que les leaders puissent aussi le comprendre et comprendre qu'en réalité, ce n'est pas simplement le Congo contre le Rwanda, mais qu'il faut qu'on essaie de pacifier l'ensemble de la région pour qu'elle puisse aussi se développer. Parce que ça ne se fera pas. Est-ce qu'il y a un risque de crise justement régionale? Il y a le Burundi pas loin, il y a l'Ouganda. Tout à fait. Quels sont les risques justement? Mais oui, effectivement, on a évoqué effectivement la régionalisation de ce conflit qui a pris une ampleur inquiétante. Vous l'avez cité tout à l'heure, le Burundi. À peu près il y a 4 ans, il y a un conflit qui a opposé, qui a été encore, le Rwanda a accusé le Burundi d'avoir armé, effectivement, de groupes armés contre Kigali. Et donc aujourd'hui, c'est le même chemin qui se transpose à l'autre. Donc si on ne fait pas attention, l'Angola, comment on appelle, l'Ouganda sera affecté et puis toute la sous-région risquerait d'être embrasée. Et pour éviter l'embrasement, et vous l'avez su le dire, pour éviter cet embrasement, il faut trouver une solution radicale à la base. À la base, c'est de pacifier, comme vous l'avez dit, le conflit d'abord au Rwanda. Il faut que, c'est vrai, M. Kagame fait des efforts pour pacifier son pays. Mais il faut que cet effort soit élargi aux pays riverains, aux pays limitrophes, afin d'avoir une stabilité politique et au Rwanda et dans ce région. Mais sans cela, et c'est pourquoi je dis encore une fois de plus, il faut une implication vraiment, vraiment massive et robuste de la communauté internationale. Et vous savez très bien, Soukaina, il y a les forces multinationales qui sont là aujourd'hui et on a l'impression qu'elles sont impuissantes. Impuissantes, effectivement, par leur neutralité, d'éviter. Mais il y a également 7 morts dans le camp des forces onusiennes.
C'est pour vous dire qu'effectivement, les parties belligérantes sont devenues incontrôlables du point de vue de la communauté internationale. Donc moi, je pense que M. Kagame, qui, de par sa longévité au pouvoir, de par son expérience, M. Félix Tshisekedi, qui, de par l'accompagnement de la communauté internationale, qui est totalement acquis, doivent eux aussi transcender effectivement les clivages qui les opposent, afin de penser un peu aux populations transnationales, hein, qui sont aussi congolaises, qui sont aussi rwandaises, qui sont burundaises, et qui sont pas responsables de leur installation, de leur naissance au Congo, de leur naissance au Rwanda ou bien au Burundi. On est né quelque part, on l'accepte, on doit vivre. Et donc nous pensons qu'effectivement la communauté internationale doit circonscrire ces éléments d'appréciation que vous avez évoqués tout à l'heure et faire en sorte qu'il y ait une solution politique à ces conflits militaires qui a pris une dimension régionale et qui, de mon point de vue, appelle également l'implication de la communauté internationale. Je reviens de nouveau sur cette longévité 30 ans. Vous parlez du rôle de la communauté internationale. Pourquoi est-ce qu'elle attend? Pourquoi est-ce que ça fait 30 ans qu'on attend? Pourquoi est-ce qu'elle est si timide quand on voit l'ampleur de la catastrophe humaine qu'on évoquera un peu plus tard dans l'émission? Mais... En fait, le gros souci, c'est la zone dans laquelle se trouvent ces conflits. Elle n'est pas n'importe où. Elle ne se trouve pas au Sahara, elle ne se trouve pas dans des endroits où il n'y a pas réellement de richesse. Elle se retrouve dans l'endroit le plus riche du monde. Quand je dis le plus riche du monde, en termes de sol. Donc en fait, il y a toujours eu des conflits parce que, en réalité, on a l'impression, on met en avant le Rwanda, le Congo dans cette zone parce qu'en réalité, ce sont celles-là qui sont propriétaires de ces terres. Mais il faut savoir qu'il y a des multinationales là-bas. Il y a différents pays qui exploitent cette zone. Et parce que cette zone, en réalité, c'est le ventre du monde. Et donc, en fait, la communauté internationale a du mal à régler ce conflit parce que... Il n'y a pas d'intérêt à résoudre. D'abord, c'est elle qui l'a créé d'une certaine manière, dans le sens où, lorsqu'on parle du fait que les frontières ont été divisées, certes, ça remonte à il y a longtemps, mais ce sont des problèmes qu'on aurait dû prévoir et qu'ils auraient déjà dû repenser avec les pays au moment peut-être des indépendances. Essayer de revoir comment on peut faire en sorte de gérer cette zone pour qu'elle ne soit pas conflictuelle et que ce ne soit pas une poudrière. Parce que comme je l'ai évoqué, cet endroit-là, c'est une poudrière. Dans le sens où il y a toujours des conflits, il y a toujours des bains de sang, parce qu'il y a des biens sur ce sol. Et on le voit, c'est-à-dire qu'avec les différents pays qui sont autour, ils ont tous l'œil dessus. Pour leur développement, c'est important. C'est pour ça que peut-être que ce qui pourra être intéressant, mais je ne pense pas que, en tout cas, ça peut être l'une des pistes, c'est essayer de passer des partenariats économiques entre ces pays-là, de telle manière à ce que cette zone-là profite au développement de chacun de ces pays. Mais tant qu'elles n'arriveront pas à s'entendre, c'est-à-dire que le Congo dira que c'est chez nous, nous avons la priorité sur ces richesses et vous n'avez pas le droit d'entrer dans notre pays. Tant que le Rwanda se dira que nous aussi on veut profiter pour pouvoir continuer à faire, parce que c'est une question en réalité d'argent, hein. C'est-à-dire que tout ce de développement est d'argent. Quand je parle d'argent, je caricature, mais en réalité, ce conflit est lié parce qu'il y a des richesses. Et donc, tant que les différents partis n'arriveront pas à se mettre d'accord, on continuera dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et justement, ce que tu dis est important. La RDC est victime de sa richesse, ce qu'on appelle un scandale géologique. C'est des pays comme la RDC, depuis une trentaine d'années, même sinon au-delà des 30 ans sous Mobutu Sese Seko, aujourd'hui sous l'autre, le président Tshisekedi, et avant Tshisekedi, la RDC n'a jamais connu ce qu'on appelle une stabilité régionale. Et là, c'est les conséquences d'une mauvaise gestion interne, mauvaise gouvernance interne, qui a reproduit effectivement l'ingérence et même sinon la convoitise des pays voisins qui estiment que la RDC, vu la fragilité d'un pays effectivement défaillant, a amené effectivement les autres partenaires, que ce soit les partenaires dans la communauté internationale dont vous parlez, qui ont aussi des velléités visant effectivement à contrôler les gisements, les ressources naturelles de ces pays-là. Et il appartient effectivement aux Congolais eux-mêmes d'éviter à ce qu'ils ouvrent effectivement les ventes et que ces pays ne soient pas effectivement des territoires pour eux, si je peux me permettre. La porosité de ces territoires a permis effectivement aux pays voisins de s'ingérer dans les affaires intérieures du Congo aujourd'hui. Ça reste quand même une guerre multifactorielle. Multinationale, multidimensionnelle également. Et donc, pour revenir sur votre question sur la communauté internationale, justement, la communauté internationale a été toujours défaillante dans des conflits de type africain. Elle a été, et même au-delà de l'Afrique, le conflit israélo-palestinien.
On a des années durant, des décennies durant, la communauté internationale a montré ses faillites. Et moi qui suis souvent à Genève, qui suis un peu partout à Bruxelles, dans des rencontres, j'ai dit à la communauté internationale d'accepter les propositions qui sont souvent faites par les voix africaines, les voix de la société civile, qui sont sur le terrain et qui connaissent mieux, qui essaient de circonscrire les contextes régional, le contexte national et le contexte international, et de proposer un plan de sortie des crises. Et là, souvent dans les discussions, ça apparaît effectivement la divergence et des points de vue entre nous autres observateurs qui faisons le terrain et l'ensemble de la communauté internationale qui n'intègre pas dans la grille d'analyse les préoccupations des populations locales. Aujourd'hui, vous demandez à un membre de la société civile congolaise ou à un membre de la société civile rwandais comment peut-on résoudre ces conflits. Ils peuvent vous proposer des solutions. Mais on a l'impression que, comme vous l'avez dit, la communauté internationale est restée autiste dans ces genres de conflits qui durent. Il faut tant qu'on limite ces genres de dégâts, parce que les Africains, eux aussi, ont besoin effectivement d'une stabilité, de la bonne gouvernance, de l'état des droits et surtout d'un essor socio-économique. On va faire le point justement sur cette crise humanitaire, la réponse internationale qu'on a évoquée à l'instant. On fait une courte pause et on revient dans un instant sur Vox Live. Le débat se poursuit. Merci d'être avec nous sur Vox Live. On va s'intéresser aux principales victimes de ce conflit entre le Rwanda et le Congo. Et je parle évidemment de la population. Et je vous propose le compte-rendu de notre correspondant. Il est en direct de Goma. Il s'agit de Ndelia Mwindo. On l'écoute et on revient dans un instant. Les matins d'aujourd'hui, plusieurs balles retentissaient encore à la ville de Goma. Mais tard dans la journée, nous avons assisté à plusieurs corps qui erraient sur les boulevards à pleine ville. Mais la situation est telle que la population de Goma n'a plus accès à l'eau, à l'électricité, ni aux réseaux de télécommunications qui ont été coupés. Les seuls qui fonctionnent encore, la connexion Internet est beaucoup trop limitée. Hier, le M23 a pris le contrôle de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, mais les FARDC l'ont repris plus tard. Actuellement, en tout cas, la situation est beaucoup plus grave, mais ce qui est sûr, c'est que les FARDC ont repris le contrôle de la ville. On l'a entendu, la situation, elle semble grave, comme on vient de l'entendre auprès de Ndelia. Plus d'eau, plus d'électricité, le contrôle de la ville qui serait aux mains des FRDC. Une lecture de la situation, Frédéric? Alors, on voit que les combats s'intensifient et comme le correspondant l'a mentionné, d'une part, c'était d'abord le M23 qui avait la ville. Aujourd'hui, c'est les FRDC qui la possèdent de nouveau. Donc, on voit que la situation est très changeante dans 10-15 heures, on peut encore nous dire que c'est le M23. Et il a parlé aussi, malheureusement, qu'il y a des corps. Et c'est ça le grand souci aujourd'hui, c'est que les populations civiles feront partie essentiellement des dégâts collatéraux. Et on sera toujours dans cette situation où la mésentente entre deux grands pays amène donc aux difficultés et à la mort, conduit à la mort des populations. Et c'est très dommageable. Et on se rend compte par rapport à la façon dont le correspondant relayait qu'il y a une réelle peur qui est dans la zone et dans la ville. Donc on est dans cette situation-là aujourd'hui où on ne sait pas ce qui va se passer. C'est le flou total à ce jour. Tant que les deux protagonistes essentiels, à savoir les deux présidents de la République, n'arrivent pas à trouver un accord pour pouvoir cesser le feu et engendrer la désescalade dans cette zone-là, ça peut continuer, s'intensifier. Malheureusement, c'est très dommage. Okay. Effectivement, quand j'entends votre correspondant, il décrit une situation apocalyptique, très très volatile. Goma tombé, Goma repris. Donc nous pensons effectivement décrire une situation où les populations sont en déplacement, privées d'eau, privées d'électricité, l'internet est coupé. Donc au regard de cette situation, il y a forcément un appel à une mobilisation au général et un appel effectivement à un sursaut entre d'abord les deux chefs d'État qui doivent... La balle est dans leur camp pour l'instant. La balle est dans le camp des dirigeants. Une question de crise humanitaire. Pour préciser votre propos, depuis seulement 2 jours, il y a eu 17 morts, 367 blessés. Voilà. Ça, c'est les chiffres des hôpitaux de la ville de Goma. Et justement, donc vous décrivez, vous ajoutez une crise humanitaire d'envergure gravissime et qui, nous pensons que doit interpeller non seulement au plus haut niveau les présidents congolais et les présidents rwandais, interpeller également les acteurs de la sous-région, les pays voisins, y compris tout le monde, parce que vous savez, une crise humanitaire fait quoi? Fait de nombreux déplacés.
fait de nombreux réfugiés. Et donc, ça crée effectivement, forcément, une attraction humanitaire dans la sous-région. Et donc, ces personnes jetées dans la rue, abandonnant leurs biens, leur domicile, et à cela s'ajoutent des enfants qui doivent aussi se déplacer avec les parents. Et donc, ça nous fait revivre la période de la chute de Mobutu, où on avait vu, à l'époque en 96, je m'en souviens très bien, de milliers de personnes traverser effectivement le Congo pour aller au Rwanda, d'autres au Burundi, etc. Et donc, nous pensons que il est temps que ces genres de conflits-là, qui affectent l'Afrique, qui affectent nos pays, doivent vraiment cesser. Parce qu'en fait, il faut penser aux femmes, il faut penser aux enfants, il faut penser effectivement aux populations qui se sont retrouvées dans un engrenage de conflits transnationaux. Et que de l'autre côté, quand vous partez, moi j'ai vécu aussi en tant que réfugié dans les années, la guerre civile au Tchad, j'en ai vécu, je connais les conséquences des personnes déplacées, des personnes réfugiées, et je ne souhaite pas effectivement que ces conflits puissent prendre une extension, comme vous l'avez dit, assez gravissime. Et je souhaite que vraiment l'appel, la rencontre de demain qui aura lieu au Luanda puisse quand même permettre à M. Kagame, permettre effectivement au M. Tshisekedi de mettre au-delà des considérations économiques, pécuniaires qui les animent, et de penser aux populations, et de penser effectivement à la paix et à la stabilité dans la sous-région. Sans cela, je pense que ce conflit qui a pris une ampleur extrêmement, en 48 heures, vous l'avez dit, Soukaina, a pris une ampleur inquiétante, risquerait de s'aggraver. Et si ce conflit-ci s'aggrave, il risquerait de mettre à feu toute la sous-région, donc l'embrasement, et donc il faut éviter l'embrasement. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un point essentiel, à savoir, est-ce que les deux présidents ont encore la main mise sur le conflit? On peut se poser des questions dessus. On n'est pas sûr à 100% que même le fait qu'ils vont se parler fera en sorte de calmer les choses. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en général, les conflits armés... Parce que vous l'avez évoqué, c'est une guerre prise personnellement par chacun des deux côtés. Ça s'invective. Et une guerre, lorsqu'il y a une guerre dans une zone, cela déclenche automatiquement une nouvelle économie qui se met en place. C'est-à-dire que les gens vont commencer à vivre de cette économie de la guerre-là. Donc ça veut dire que eux, ça ne va pas les arranger que la guerre se stoppe. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une guerre dans un espace, ça facilite certaines transactions, la vente même des corps humains, l'extraction d'organes, je vais très loin. Mais on s'approprie réellement la zone et on en fait ce qu'on veut. Et tant que on ose espérer aujourd'hui, le président Tshisekedi et le président Kagame, s'ils se rencontrent, mais ce n'est pas ce qui est prévu finalement demain, même si c'est ce qui l'agenda le prévoit, mais d'après ce que j'ai entendu, il y a un des présidents qui ne souhaite pas venir. Donc en fait, ce qui est sûr, c'est que tant qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, la situation va continuer et va s'empirer. On l'a entendu avec votre correspondant, on entend le timbre de sa voix, la peur qui le nourrit, qui nourrit en réalité la zone. Et il y a aussi le fait que même si les deux chefs d'État parlent et qu'ils arrivent à s'entendre, est-ce que ça va s'arrêter? Pourquoi? Parce que c'est un conflit qui dure déjà depuis 30 ans. Aujourd'hui, il est surexposé parce que les chefs d'État ont réellement, peut-être pour la première fois historiquement, vraiment commencé à s'insulter, excusez-moi du terme, mais par message interposé. C'est-à-dire que l'un invective l'autre, l'autre invective... La situation est devenue tellement cataclysmique dans la zone qu'on espère que lorsqu'ils vont se réunir, ça pourra calmer les choses. Il faut qu'il y ait un dialogue s'instaure entre les deux présidents qui sont à l'origine effectivement d'un tel conflit et qui comme tu l'as dit, qui s'invectivent par médias interposés, par ministres des Affaires étrangères interposés, donc par la diplomatie interposée. Et tout ça doit quand même nous permettre, et surtout à l'heure où je vous parle, il faut absolument que l'Union africaine sorte de sa réserve, il faut que Bruxelles sorte de sa réserve, il faut que l'ensemble de la communauté internationale fasse une priorité, inscrire dans leur agenda aujourd'hui la question RD congolais, RD rwandaise. Parce que tant que cette question n'a pas été inscrite dans l'ensemble des agendas de la communauté internationale, on ne pourra pas le résoudre. Et il faut effectivement que les deux présidents se parlent. Il faut qu'ils essaient de dire, écoutez, nous devons arrêter ces conflits-là. Il faut que la pression-là, qui vient de l'extérieur, c'est une pression transversale, qu'elle vienne de partout et qu'il y ait une convergence d'action et des propos et un discours de fermeté à l'égard de Paul Kagame qui pense qu'il est tout puissant, qu'il est tout permis et qui est monsieur
Tshisekedi aussi, qui pense qu'il y a une certaine légitimité, entre guillemets, de la communauté internationale et qui doit agir. Et donc là, cette situation-là, elle est un peu préoccupante pour tout le monde, préoccupante pour les Congolais, pour les Rwandais, pour nous autres Africains qui analysons sur ce plateau cette situation. Et ça met en question la dynamique du conflit dans nos États. J'allais vous poser la question si justement le conflit peut être réglé sans intervention des puissances internationales, sachant qu'en parallèle, par exemple, sur le terrain, il y a eu des ambassades qui ont été brûlées aujourd'hui. Il y a celle de la France, il y a celle de la Belgique, des États-Unis. Est-ce que de facto... Non, elles ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des conflits qui sont... moi, je les qualifierais à peu près du même type que le djihadisme, dans le sens où ce sont des conflits abstraits. Lorsque je dis abstraits, ce sont des conflits qui sont ancrés en réalité dans la zone. Ce ne sont pas des conflits armés avec deux armées interposées, même si là c'est le M23 par rapport à l'armée du Congo, mais ce sont plutôt des conflits... Ça reste un conflit tangible avec des morts effectivement, mais ce sont des conflits idéologiques. C'est-à-dire que pour les uns et les autres, cette zone leur appartient. Donc en réalité, le problème ne viendra pas de la communauté internationale. Le problème pourra se régler avec les forces en présence. Même si la communauté internationale peut donner une impulsion, ça peut, mais ça peut se faire, mais il faudra que ce conflit se règle avec les parties prenantes, avec les enfants issus de ce bassin, du bassin des Grands Lacs et de la zone, de cette zone-là. Concernée par... Exactement, par ce conflit. Donc en fait, on est dans cette situation-là où la communauté internationale peut avoir un rôle à jouer en se réappropriant le conflit, mais ne pourra jamais le régler parce on se rend bien compte que c'est un défi, des défis qui sont dans cette région, ce sont des défis ethniques. D'abord, ce sont des défis d'appartenance, un conflit d'appartenance. Est-ce que cette zone c'est à moi? Est-ce que c'est à toi? Est-ce que aujourd'hui, est-ce que j'ai aussi la possibilité de jouir de ces richesses ou non? Donc c'est vraiment entrer dans la politique même des pays qui portent c'est-à-dire à savoir le Congo et le Rwanda, qui portent ce conflit aujourd'hui, c'est-à-dire nous souhaitons d'une part sécuriser nos populations qui sont issues, des populations qui sont issues du Rwanda qui se trouvent au Congo, et d'autre part nous souhaitons aussi, ça ce n'est pas clairement affiché, mais nous souhaitons aussi profiter de la région et de ses richesses pour pouvoir continuer à développer notre pays. Et d'une autre part, le Congo est dans une situation où lui, il se dit, nous allons faire respecter la souveraineté de nos frontières, nous n'allons jamais laisser une puissance extérieure ou un pays extérieur, bon, le Rwandais est vu comme une puissance extérieure, venir chez nous et faire ce qu'elle veut. Sous couvert de M23, sous couvert de nous sommes légitimes d'intervenir parce que nos populations sont menacées. Et qu'est-ce que ça renvoie justement, ces ambassades qui sont brûlées? On l'a évoqué, la France, la Belgique, les États-Unis notamment. Qu'est-ce que ça signifie du point de vue de la population? Quel message on peut comprendre? Est-ce que ça veut dire finalement on n'a pas besoin de l'aide internationale? C'est un conflit africain qui doit se régler entre les chefs d'État de la région? Moi je vois ces réactions, ces incendies de ces ambassades comme étant un laxisme de la communauté internationale qui est taxé par ces populations locales qui estiment que vous êtes présent, vous n'avez rien fait. Et voilà, nous sommes arrivés à cette situation. Donc c'est un réaction. Avec la MONUSCO notamment. Justement, la MONUSCO qui était aussi là présente, mais qui a été défaillante, impuissante, et qui n'a pas pu calmer bientôt depuis 30 ans. Oui, dans la population demandait le exacerbé par effectivement ces laxismes-là d'une partie de la communauté internationale représentée par les forces multinationales. Les populations ont réagi en incendiant effectivement les ambassades, tout ça. C'est un message très très fort que la communauté internationale doit réinterpréter, analyser pour dire voilà nos limites. Et donc maintenant, c'est vrai, vous l'avez dit, la communauté internationale peut-elle aujourd'hui jouer encore un rôle? Nous pensons que non, parce qu'elle est de facto exclue du processus de dialogue et exclue effectivement du processus de la médiation en cours qui devait être. Donc maintenant, et j'apprécie ce qu'il disait Frédéric tout à l'heure, il faut absolument que les Congolais, les Rwandais eux-mêmes se parlent, qui disent eux-mêmes que nous sommes africains, nous devons trouver un schéma de sortie de crise modèle africain. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on va encore assister, malheureusement dans les prochaines heures, on ne sait pas quand, mais à l'aggravation spectaculaire de ces conflits qui, aujourd'hui, a encore capte l'attention de la communauté internationale. Et malheureusement, ce qu'il y a depuis une trentaine d'années, sinon bientôt 40 ans, que le Grand Lac occupe la une des médias internationaux, occupe la une de l'agenda de la communauté internationale. Donc il faut absolument que les Congolais, Rwandais et les autres populations riveraines se trouvant dans cette zone
puisse dire, écoutez, on est lassé des conflits armés, on est lassé effectivement des souffrances de nos populations. Il faut qu'on essaie de réfléchir au développement, réfléchir à la stabilité. Et un économiste disait, faites-moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie. Et sans cela, on ne pourra pas trouver, on ne peut pas parler effectivement d'une stabilité, on ne peut pas parler non plus d'un développement et de la stabilité de populations dans cette zone. Frédéric Tchoungui, je vous retourne la question dans la symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire, ces ambassades brûlées? Est-ce que ça traduit, comme le dit Makaila, la lassitude de la population vis-à-vis des puissances internationales? Alors, il faut d'abord remettre les choses dans le contexte et se dire que la communauté internationale n'a jamais réussi à régler un conflit sur le long terme sur le continent. Il faut être clair dessus. La solution ne viendra pas de l'extérieur. Elle ne peut pas venir de cette communauté-là, elle ne peut pas venir des grandes puissances occidentales. Pourquoi? Parce que, on l'a vu avec le conflit au Rwanda d'abord, où il y a eu l'élimination des Tutsis. On a vu que la communauté internationale a même été ceux qui ont exacerbé cela. Et ce n'est pas qu'au Rwanda, c'est un peu partout en Afrique. Tant qu'ils arrivent à, excusez-moi les termes, on va se parler clairement ici, tant qu'ils arrivent à prendre ce qu'ils ont à prendre sur votre territoire, s'il y a le conflit qui se fait et que ça n'entache pas la possibilité pour l'homme multinational de pouvoir pomper vos richesses, ils n'ont pas de problème avec ça. Donc la solution ne viendra pas de l'extérieur. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un acteur que tout le monde oublie, malheureusement, parce qu'il se fait oublier, c'est l'Union africaine. Ils sont où aujourd'hui? Enfin, on n'entend plus parler, on n'entend pas parler de l'Union africaine, ils n'existent plus. Comment ça se passe? Donc en fait, on est dans ce dilemme-là, c'est-à-dire que nos institutions, que nous-mêmes nous avons implémentés, mais en réalité qui sont issus d'une certaine manière du néocolonialisme, de par leur fonctionnement, et non pas de leur essence, parce que l'Union africaine a été créée par des penseurs africains, il faut le rappeler. En fait, mais sa manière de fonctionner aujourd'hui fait en sorte que malheureusement, elle n'a aucun poids, elle n'est pas capable de régler une situation comme celle-ci, alors qu'elle devait normalement être au devant de la scène. Tout le monde oublie l'Union africaine parce qu'en réalité, elle est moribonde. Donc, pour revenir au fait qu'on a brûlé les différentes ambassades, bon, effectivement, je pense que c'est une symbolique pour démontrer que vos ambassades sont là juste pour gérer et contrôler vos populations, les mettre à l'abri, parce que vous savez que lorsqu'il y a un conflit dans ce type d'espace et qu'il y a par exemple l'ambassade française, on va rapatrier rapidement les Français, les mettre à l'ambassade et les faire partir. Donc en fait, en gros, ce qu'ils sont en train de faire, c'est simplement de vouloir... Ce qu'ils font quand ils sont dans ce genre de zone, c'est de protéger leur population. Ils ne tiennent pas compte des populations sur place. Je dirais que ce n'est pas leur rôle, effectivement, mais de ce fait-là, ne venez non plus faire de l'ingérence. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce conflit, excusez-moi de revenir aux origines, je pense que c'est important de le marteler, cela est décidé depuis... En fait, ce qui se passe aujourd'hui n'est que la résultante, en réalité, des politiques expansionnistes occidentales, de séparer des ethnies qui en réalité sont ensemble, de créer des frontières un peu partout qui n'ont rien à voir avec la réalité. Voilà, exactement, qui n'ont rien à voir du tout avec la réalité du terrain. Et je pense que le cas, ça c'est un cas d'école, dans le sens où ça nous démontre réellement que, regardez, on a séparé arbitrairement deux ethnies en réalité qui sont les mêmes. Les Tutsis, ce sont les mêmes que vous prenez de part et d'autre. Et j'en passe, il y en a beaucoup, même au Cameroun, ça a été décidé. Il y a eu des divisions comme ça, là, bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la communauté internationale ne va jouer aucun rôle. S'ils arrivent à jouer un rôle, c'est peut-être prendre des positions comme ils le font, c'est-à-dire cesser la guerre. Très bien. Mais quels sont les outils pour que vous mettez en place pour cesser la guerre? Aucun. Pourquoi? Parce que ils n'en ont pas la capacité, premièrement, et ce sont vraiment les pays concernés qui seront capables de régler ce conflit. Mais je pense, pour compléter, effectivement, il repose ici la question identitaire de nos États, parce que le découpage de l'Afrique a fait en sorte qu'on n'a pas intégré effectivement la dimension sociale, sociologique, parce qu'il faut que si vous êtes de la frontière dans un pays X et que vous vous retrouvez dans un pays Y parce que vous avez des parents là-bas, et donc cette situation, c'est vrai, le découpage de l'Afrique a été fait pas par les Africains, mais par de non-Africains qui ne connaissent pas nos particularités, nos spécificités sociologiques. Et donc cette situation-là mérite effectivement d'être révisitée, mérite d'être réanalysée par des observateurs sociologues africains. Donc pour revenir à ce que vous dites, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui on assiste à ce qu'on appelle un échec de résolution des conflits africains par la communauté internationale. Et donc les Africains doivent s'approprier effectivement la résolution de leurs conflits. Et vous l'avez dit, c'est que l'absence de l'Union africaine dans cette dynamique de résolution de conflits amène les Africains que nous sommes à réfléchir sur le schéma auquel nous devons nous réfléchir pour trouver une solution. Et ces schémas peuvent être effectivement inspirés par les organisations de la société civile, par les politiques, par des citoyens, par des intellectuels, par des gens qui peuvent s'approprier effectivement ce qu'on appelle
la résolution du conflit de type africain. Donc la situation aujourd'hui, c'est un cas d'école, pour te paraphraser, un cas d'école qui peut peut-être nous permettre de réfléchir comment on va résoudre à l'avenir ce genre de conflit. Comment résoudre justement cette crise de façon pérenne, c'était l'un des axes du jour et c'est, vous l'avez dit, c'est un cas d'école, donc ça permet de se poser la question, de trouver des réponses concrètes. On vous pose également la question à vous, chers téléspectateurs. On arrive déjà au terme de cette émission après 30 ans de conflit à l'est de la RDC. Que faudrait-il pour qu'une paix soit durable et surtout sans ingérence étrangère? C'est ce qu'on a essayé de comprendre au cours de cette émission. Merci Makaëlle Ngebla d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Frédéric Tchoungui, merci pour votre analyse. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live. Vox Africa. Je ne suis pas du RDPC. Dieu m'en préserve d'ailleurs. Je ne serai plus jamais du RDPC. Nous avons affaire à des autorités qui ne sont autorités que pour sévir. Ce ne sont pas des gens qui sont au service de l'épanouissement et du développement du Cameroun et des Camerounais. Alors vous, comment est-ce que vous vivez cela? Je vis ça avec beaucoup de tristesse, pas la peur. Surtout pas la peur. Comment est-ce qu'on peut encore oser, du côté du pouvoir, nous parler de démocratie? Si tout le monde doit être là à dire « Béni, oui, monsieur Biya, vous êtes le plus beau, le plus... » C'est pas possible. On ne muselle pas son adversaire politique. Et on n'abuse pas de pouvoirs qui vont avec pour les mettre en prison et hors d'état de nuire. On ne fait pas ça. Pourquoi on doit punir quelqu'un parce qu'il dit qu'il veut changer? Qu'est-ce qu'on peut nous reprocher là? On ne peut pas avoir ras-le-bol. On ne peut pas vous dire ça suffit. On a eu certains... Mais pourquoi? Qui a dit qu'on ne doit pas dire ça suffit? Qu'on ne nous enferme pas ici, comme si on a un devoir divin avec le président Biya. Mais c'est ce que certains... Le contrat qu'on va signer avec lui, c'est un contrat synalagmatique qui a des devoirs et des droits pour les deux parties. Nous, on lui a donné. Il a donné quoi? La désolation. Quand je vois les Camerounais comme je l'ai fait hier, quand je suis allé acheter mon riz aussi, on est devenus des mendiants de grains de riz dans mon pays. Les gens s'alignent. Ça me fait sauter au plafond. Comparer la justice du temps d'Aïdjo, qui était réputé être un dictateur, à la justice du temps de Biya. Alors vous qui avez fait les deux époques dans les tribunaux, dites-nous, quelle est la comparaison que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous lui direz s'il était en face de vous? Je lui dirais, monsieur le président, mon Dieu, qu'est-ce que vous m'avez fait comme mal? Vox Africa.